Maria Teresa Zanola, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions L'Harmattan, Arts et métiers au XVIIIe siècle, essai de terminologie diachronique. Alors votre livre nous fait plonger dans la vie des arts et métiers du XVIIIe siècle. Quels sont les arts et les métiers que vous allez nous présenter? Quelle est la nouveauté de votre point de vue? Je crois que l'intéressant en période de crise telle qu'on est en train de la traverser au niveau international, alors de revenir à nos sources, et aux sources au moment où vraiment les arts et métiers ont conçu une organisation, même une organisation différente, et c'était bien au cours du XVIIIe. Et alors là, le fait de reparcourir le passage d'avant l'organisation de corporations, parce que, disons, après, les corporations vont disparaître avec la Révolution française. Et alors, cela va permettre de récupérer, de reconsidérer alors, tout ce que l'encyclopédie a écrit là-dessus, tout ce que l'on retrouve dans les descriptions des arts et métiers de l'Académie des sciences tout au long du XVIIIe. Et les sujets sont effectivement les plus variés, mais en considération aussi des corporations les plus importantes. Donc, tout ce qui concerne les cuirs et les peaux, ou bien par exemple l'horlogerie, ou encore la tannerie des peaux, disons, la construction des outils, parce que c'est le moment où commencent à arriver les premières machines de l'Angleterre. Et donc on est dans un moment aussi de pré-révolution industrielle. Et encore le textile, les tissus, et disons tout ce qui concerne les faïences, hein, tout ce qui concerne d'abord la vie du luxe et qui deviendra après la vie de tous les citoyens. Alors pourquoi envisager une perspective de terminologie diachronique pour connaître ces métiers et leur langage? Le fait de revenir à l'histoire des mots, c'est l'histoire de notre culture, donc l'histoire de cette terminologie, cela nous permet de reconsidérer les raisons de l'évolution pour un intérêt qui sera l'histoire de la langue, mais qui est aussi l'histoire des sciences et des techniques. Et je crois que rien que l'exemple de l'histoire de la terminologie, de la nomenclature chimique est incontournable dans le sens qu'on voit très bien que la naissance de la nouveauté de la discipline est liée à la nouveauté des termes. Donc la perspective diachronique permet de récupérer le sens de l'origine de ces mots et de nous rapprocher aussi de ces mots à un moment, quelquefois aujourd'hui, où on pense que tout ce qui est, disons, scientifique, technique, nous dépasse un peu, cela, disons, inventé quelque part, alors qu'il y a toujours un sens dans l'origine de ces termes qui ont bâti la vie des personnes qui travaillaient, mais aussi des savants et qui ont bloqué, pour ainsi dire, sur papier, sur écrit, dans la voix, le sens de tous ces nouveaux concepts. Alors, un livre pour des linguistes ou un livre pour les historiens des sciences et des techniques? C'est un peu ambitieux en fait. Alors c'est un peu ambitieux, le fait de penser qu'on peut satisfaire, qu'on puisse satisfaire les deux. Pourquoi, disons, imaginer ça? Alors, c'est aussi une donnée qu'on ne peut pas se passer, dans le sens que si on étudie une terminologie technique scientifique, on traverse l'histoire des sciences et des techniques. Du côté linguistique, c'est peut-être un pas humble, le fait de reconnaître des sources où on ne peut pas tout savoir, mais qui sont de la possession de disciplines différentes, et dans un esprit qui a été dans le temps celui de l'histoire de la langue française de Ferdinand Bruno, par exemple. Les lexiques techniques et scientifiques naissent et se rendent de plus en plus larges et étoffés, justement au XVIIIe. Donc le fait de raisonner autour de la terminologie du XVIIIe, cela met un point de départ et qui permet aussi de comprendre que des phénomènes que nous sommes en train de voir aujourd'hui, que ce soit les emprunts, que ce soit les formations morphologiques les plus dominantes, disons qui dominent, alors en fait c'est quelque chose qu'on a toujours eu et c'est vraiment l'histoire qu'on retrouve à ce siècle-là aussi. Une préface, une postface, quel est le schéma des lectures que vous nous suggérez dans ce livre et envisagez-vous une suite? J'ai eu l'honneur d'une grande préface de la part d'Alain Rey,
et ce qui m'a très honorée dans le sens que je crois que c'est un texte qui se met dans cette filière, et d'ailleurs c'est grâce à lui que j'ai commencé à réfléchir justement sur l'importance de cet exemple. Je citais déjà de la nomenclature de la chimie. Donc on part de la réflexion linguistique pour arriver de toute manière à une postface de la part de hauts fonctionnaires de la délégation générale à la langue française aux langues de France, Bénédicte Madinier, et donc dans une perspective de politique linguistique. Donc il y a plusieurs parcours peuvent être possibles, dans le sens que le livre se développe proposant certaines réflexions sur des mots-clés tels que art, artiste, artisan, technique, tout cela qui revient du grec techné, mais dans le sens qu'au XVIIIe aussi, ça a été l'histoire des sciences, des techniques, des arts et aussi d'une politique linguistique. Donc voilà un peu le sens. Donc je crois qu'une suite pourra bien venir, rien que, disons, à suivre, on peut dire, rien qu'à suivre le siècle suivant, donc au XVIIIe et disons, jusqu'à aujourd'hui.